À la tête de la Côte d'Ivoire depuis 2000, Laurent Gbagbo s'obstinait à refuser de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle du 28 novembre. Désormais, l'affaire est pliée. Alassane Ouattara a pris les commandes du pays aujourd'hui depuis que Laurent Gbagbo et sa femme Simone sont donc à l'hôtel du Golfe QG du camp Ouattara. Bonsoir Dominique Payet. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes UMP, conseiller spécial de Jean-Louis Borloo, vice-président du Parti radical français. Première réaction, j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas forcément favorable à une offensive française. On va y venir. L'ambiguïté aussi du rôle français ces dernières heures. Écoutez, j'étais pour qu'on sorte de la situation le plus proprement possible. Il y avait un vainqueur aux yeux de la communauté internationale, il y avait un vaincu, il était légitime que le vainqueur veuille s'installer, même s'il y a toujours des contestations possibles sur la régularité des élections. Que la France est aidée indirectement, notamment par ces bombardements, à l'installation du vainqueur, ne me choquerait pas si ce vainqueur était propre. Or, nous avons découvert, et je l'ai mesuré moi-même chez des amis qui ont été victimes de massacres dans Abidjan, nous avons pu mesurer que ces troupes, les troupes d'Alassane Ouattara, se sont livrées à des exactions, voire des massacres tout à fait scandaleux, notamment à Douékoué. Les propos du HWC, le Human Rights Watch, le confirme, des massacres qui entachent, je le dis, vis-à-vis des droits de l'homme, la légitimité de M. Ouattara. Et donc il arrive dans une Côte d'Ivoire qui est exsangue. Il a eu des troupes qui ont perpétré des massacres, et je souhaite, comme pour Laurent Gbagbo, que personne n'échappe au TPI, si TPI il doit y avoir. Et donc, il y a des ethnies montées les unes contre les autres. Il faudra beaucoup de temps, beaucoup de temps pour que ce pays ne redevienne prospère. Et en plus, il faut le dire, il est installé aux yeux de la communauté internationale, à tort sans doute dans l'analyse, mais avec l'aide de l'ONU et surtout des forces françaises. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est que ce régime soit un régime stable, prospère pour la population, et qu'il surtout repose sur des fondements qui sont ceux que nous, la France, avons toujours essayé de promouvoir, c'est-à-dire le respect fondamental des droits de l'homme. Et il y a beaucoup de travail à faire, et il n'y aura pas, excusez-moi, de possibilité pour Ouattara, c'est mon sentiment, de s'imposer à la tête de la Côte d'Ivoire, quel que soit le verdict des urnes, s'il n'y a pas un mea culpa de ces troupes pour les exactions commises. Alors, ces exactions commises, on va y revenir avec vous, puisque effectivement, il y a presque un cas personnel. Vous avez effectivement dans votre entourage... J'ai connu quelqu'un, voilà, on va y revenir. C'est pour ça que je suis un peu passionné, c'est pour ça que vous êtes passionné sur le sujet, évidemment, on vous comprend. On va être en ligne avec monsieur Guy Laberty. Bonjour monsieur Laberty. Bonsoir. Vous êtes avec nous en ligne en direct, merci à vous. Vous êtes un proche de Laurent Gbagbo, vous avez été chargé des affaires africaines au PS jusqu'en 2006. Merci de nous répondre en direct. Alors, il y a encore cette ambiguïté sur le rôle des forces françaises dans ces dernières heures, sur l'arrestation de Laurent Gbagbo. Votre première réaction là ce soir, puisque vous-même vous avez eu encore, j'ai envie de dire, Laurent Gbagbo au téléphone il y a quelques jours, je crois. Oui, tout à fait, mais je voudrais d'abord dire qu'il n'y a hélas aucune ambiguïté, c'est-à-dire que ce sont les rafales des hélicoptères Licorne qui ont véritablement mis à mal le portail de la résidence, et ce sont bien des chars français qui sont rentrés dans la résidence, et le général qui a remis son arme en signe de reddition l'a remis à un Français de la force Licorne. Donc il n'y a aucune ambiguïté, ce sont bien les éléments de la force Licorne qui sont allés chercher M. Gbagbo pour le remettre aux forces de M. Alassane Ouattara. Il n'y a aucune ambiguïté. Les forces françaises, à contrario de ce que dit aujourd'hui l'Élysée ou encore le Quai d'Orsay. Les premiers témoins l'ont affirmé, notamment sur Radio France Internationale, et depuis il y a eu un recadrage de la fin de cette tragédie qui nous plonge dans les pires années coloniales de la France coloniale. Monsieur Laberty, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord de dire que jusqu'au dernier moment, Laurent Gbagbo, enfermé même dans son bunker, n'a pas en quelque sorte provoqué la France avec des tirs par exemple sur la résidence de l'ambassadeur de France ou encore sur le QG, l'hôtel du Golfe? Est-ce que on voit bien quand même qu'il disait en gros non à la France, qui restait comme ça à tenir la dragée haute à Paris? Est-ce que la France n'était pas dans l'obligation d'intervenir? Vous savez, en fait, depuis que M. Laurent Gbagbo a été élu en 2000, il n'a cessé d'être déstabilisé. Il faut savoir que ceux qui aujourd'hui l'emportent
sont ceux qui avaient organisé le coup d'État en 2002 et je crois que ceux qui ont pris les armes sont ceux qui aujourd'hui ont eu besoin de la France pour aller chercher M. Gbagbo. Je voudrais simplement dire que si M. Gbagbo n'a pas bougé depuis le début du mois de décembre, c'est en fait parce que ces élections ont été truquées au Nord et qu'il a raison de dire qu'il n'a pas perdu l'élection, mais ça c'est l'histoire qui le montrera. Alors effectivement, c'est l'histoire qui le montrera. Restez avec nous en ligne, Monsieur Laberty, s'il vous plaît. J'interroge Dominique Paillet également sur cette urgence qu'avait la France peut-être à intervenir, parce qu'on a vu que vous étiez mitigé sur la responsabilité des troupes françaises. Est-ce qu'on pouvait continuer à se battre comme ça dans cette ville avec 5 millions d'habitants à Abidjan et puis une situation humanitaire extrêmement dramatique, plus d'eau, plus d'électricité, plus de courant? Je salue ce qu'ont fait les forces françaises de la Licorne sur le terrain pour protéger les civils. C'était la mission de l'ONU. Je vous ai dit tout à l'heure que même si les frappes ont aidé à la prise de la résidence présidentielle par les troupes d'Alassane Ouattara, je ne le reprocherai à quiconque si Alassane Ouattara n'avait pas de sang sur les mains. Et donc ce que je veux, c'est que la vérité soit faite. Et que s'il y a eu des exactions, des massacres, des crimes, comme nous en avons aujourd'hui la quasi-certitude, Alassane Ouattara les reconnaisse et fasse amende honorable, et que ceux qui, dans son entourage, en sont responsables, soient condamnés. Comme, au même titre, devraient l'être ceux du camp d'en face. Donc je dis simplement, si on veut que la Côte d'Ivoire puisse oublier cet épisode dramatique de son histoire, il faut que la justice passe. Alors expliquez-nous justement, vous, dans votre entourage proche, vous avez assisté, enfin vous n'avez pas assisté, mais vous avez eu vent, vous avez eu... J'ai le fils d'un de mes amis, 30 ans, qui était chez lui avec ses 3 frères, qui a vu rentrer les troupes de Ouattara, qui lui ont coupé, parce qu'il s'opposait à quelques, mouvements dans la maison, les 2 bras, et son petit frère, les 2 oreilles. Je vous assure que c'est bouleversant, et imaginez à un certain moment que mon pays puisse céder à l'accès au pouvoir de gens qui se comportent comme cela, parfois ça me choque au nom des valeurs qui sont les miennes. Je n'en fais pas un cas personnel, je dis simplement, si l'on veut la paix en Côte d'Ivoire, il faut que la justice passe pour tous. Alors la justice va faire son travail dans les prochaines semaines, la Cour pénale internationale ou la justice ivoirienne elle-même, on l'a entendu tout à l'heure avec l'ambassadeur ivoirien sur cette antenne même. Monsieur Laberty, vous êtes toujours en ligne avec nous normalement. Oui. Pourquoi, si vous jugez, vous, Laurent Gbagbo, légitime au regard des urnes notamment, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été jusqu'au bout et pourquoi est-ce qu'il n'a pas négocié alors ? Si vous voulez, dès le départ, et il s'en est tenu à cette position au mois de décembre, il a demandé à ses pairs africains de venir constituer un comité d'évaluation sur ce scrutin du 28 novembre. Cette demande, personne n'a voulu y accéder, et je vous dis que désormais, c'est l'histoire qui tranchera, les chercheurs, dans 20 ans, 30 ans ou 40 ans, qui diront ce qui s'est réellement passé. Mais n'oubliez pas quand même que la juridiction ivoirienne, le Conseil constitutionnel ivoirien, a déclaré M. Gbagbo vainqueur et que je sache aujourd'hui, M. Compaoré au Burkina, M. Bozizé en Centrafrique, M. Boniyahi au Bénin et prochainement M. Guélé seront des présidents qui auront été consacrés par leur Conseil constitutionnel sans que le monde occidental n'ait rien à y redire. Alors vous ne croyez en rien à une réconciliation nationale possible, comme le disent les proches de Ouattara? Je pense que d'abord ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que finalement, non seulement M. Gbagbo a été arrêté, mais tous ceux qui étaient dans la résidence et leur arrivée à l'hôtel du Golfe a été l'objet pour le moins de bousculades et je suis extrêmement inquiet sur le sort de certains. D'ailleurs, Mme Simone Gbagbo a été bousculée, même les images de TCI le laissent entrevoir. Bousculée peut-être, mais en tout cas, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France nous l'a encore dit il y a quelques minutes, la vie est garantie de Simone ou de Laurent Gbagbo. Ce que je dis très calmement, c'est que la Côte d'Ivoire ne se réconciliera avec elle-même qu'avec Laurent Gbagbo vivant mais libre. Et c'est ça la notion qui est importante. Cette justice internationale, c'est toujours le point de vue du monde occidental. Imaginez que nous, en France, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on ait voulu juger à la fois, de façon égale, ceux qui avaient résisté et ceux qui avaient appartenu aux milices qui avaient soutenu, je dirais, le maréchal Pétain. Je crois que ce sont des choses que nous avons vécues et ce n'est pas des gens d'ailleurs qui nous ont dit comment on devait faire notre histoire.
territoire. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que la France se prétend la patrie des droits de l'homme, mais qu'elle ait mené une intervention qui a fait énormément de victimes militaires et civiles. Ce n'est pas vrai, on nous parle de neutraliser les armes lourdes, mais ça s'est fait au prix de nombreuses vies humaines. Et je vous dis, nous sommes dans une logique coloniale qui me rappelle même les formes de répression de la France, de l'Empire colonial, au moment du Cameroun dans les années 50. Et il y aura de fortes réactions dans les sociétés civiles africaines. Je crois que le président Sarkozy n'a pas mesuré le traumatisme dans lequel il plonge non seulement la société ivoirienne, mais l'ensemble des Africains dans leur rapport à la France. Dominique Paillet, vous entendiez à l'instant cette espèce de France-Afrique, là, cette espèce de page France-Afrique, comme si on avait rouvert le livre avec cette offensive française. Vous, c'est quelque chose dans les mêmes termes. On a vu que Nicolas Sarkozy avait appelé Alassane Ouattara juste après l'arrestation de Laurent Gbagbo. Ça nous rappelle quand même ces souvenirs-là? Moi, écoutez, ça ne me rappelle pas ces souvenirs. Je ne les ai pas vraiment connus. Je les ai étudiés, si je puis dire. Moi, je ne m'arrête pas à cette idée-là. Je ne pense pas que la France ait joué là un rôle de néocolonialisme. C'est pas le sujet. Il y a une proximité très grande entre Nicolas Sarkozy et Alassane Ouattara. C'est une évidence. Mais c'est pas cela qui m'interpelle. Ce qui m'interpelle, c'est qu'on a aidé à venir au pouvoir certes un homme élu donc par les urnes, mais qui s'est livré à des exactions qui entachent de manière indélébile, je le dis, sa future présidence. Et ces exactions-là, s'il ne les reconnaît pas, si les responsables ne sont pas châtiés, au même titre que doivent l'être ceux de l'autre camp, eh bien, la population ivoirienne, qui est déjà très divisée, qui est meurtrie dans sa chair, ne pourra pas faire le deuil de cette situation. Et l'unité ivoirienne à laquelle, semble-t-il, tout le monde aspire, et c'est tant mieux, ne sera pas pour demain. C'est à l'ONU aujourd'hui de trancher justement, de regarder de près, d'examiner, de faire des enquêtes. C'est à l'ONU et à l'Union africaine, dont vous avez vu combien elle était divisée sur ce sujet, d'être sur le terrain et d'essayer de réconcilier les uns et les autres. Mais en tout état de cause, cette réconciliation passe par la transparence sur les massacres. Juste un mot. Donc on a bien compris votre position sur les exactions et effectivement sur cette difficulté à s'installer dans le pouvoir pour Ouattara si effectivement rien n'est fait sur le sujet. Mais juste si effectivement les forces de la licorne n'étaient pas venues en aide aux forces loyales de Alassane Ouattara, est-ce que vous pensez qu'on aurait pu aller directement vers la mort de Laurent Gbagbo? Est-ce que c'était une issue qui était évoquée là? Oui, je pense qu'encore une fois, le travail effectué par la force licorne est un travail remarquable, notamment de protection des civils. Même si il y a eu des bombardements et que ça a pu faire des morts, globalement, la force licorne était un havre de paix. En tout cas, sa présence était rassurante pour l'ensemble de la population et pas uniquement depuis les élections du 28 novembre. Ce que je veux simplement dire, encore une fois, excusez-moi de répéter les choses, c'est que celui qui est aujourd'hui au pouvoir a les mains entachées de sang et que si la transparence n'est pas faite, la Côte d'Ivoire ne s'en remettra pas tout de suite. Merci beaucoup Dominique Paillet, merci beaucoup Guy Laberty d'avoir répondu à nos questions également en direct par téléphone ce soir sur BFM TV.